Avant que l'épisode ne commence, nous ne pouvons pas rester muets sur la répression qui s'abat en ce moment sur le mouvement écologiste. Le 21 juin, les soulèvements de la Terre ont été dissous. Ces dernières semaines, une trentaine de personnes ont été arrêtées dans plus de 10 communes en France. 2 personnes, à l'heure où sort cet épisode, sont actuellement détenues, l'une dans l'attente d'un procès en juillet, l'autre déjà condamnée à 10 mois de prison ferme. Malgré le traumatisme de Sainte-Soline et ses 250 militantes blessées, la stratégie policière qui consiste à bloquer les manifestations et à créer des points de fixation a été renouvelée lors de la manifestation contre le Lyon-Turin ce 18 juin 2023. Encore une fois, des tirs tendus de lacrymo ont grièvement blessé nos camarades. La stratégie du gouvernement est on ne peut plus claire. Déployer l'entièreté de son arsenal répressif policier, administratif et judiciaire pour empêcher la contestation écologiste. Nous le savons. C'est bien parce que les soulèvements de la Terre réussissent qu'ils sont à ce point réprimés. Maintenant que la dissolution est prononcée, à nous de montrer qu'elle ne pourra pas être effective. Nous sommes trop nombreux et nombreuses à nous reconnaître dans ce large mouvement. Avis de Tempête, avec bien d'autres médias, s'engage à diffuser l'information concernant les mobilisations écologiques à venir. Nous donnerons aussi des nouvelles des nombreux comités qui partout se sont constitués à travers le territoire. Avis de Tempête fera résonner le son des soulèvements, fera entendre les militants qui s'engagent, à visage découvert ou dans la clandestinité, pour poursuivre cette vaste mobilisation qui nous donne enfin de l'espoir. Les malfaiteurs, les terroristes, les premiers violents, nous savons qui ils sont. C'est la filière du BTP, l'agro-industrie, les acteurs de l'extractivisme colonial et l'État qui les protège. Les soulèvements sont un vaste mouvement d'autodéfense populaire qui s'organise pour les défaire. Et nous en serons. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Avis de tempête, tuto podcast. Alors pour commencer, tu cherches un pote du lycée. Ce pote, il est ingé son, donc il a un micro, un logiciel de montage et des conseils à te donner. Ce pote, il est artiste, donc il est gentil, donc il va t'aider à faire ton podcast. Ouais, je peux t'aider, ouais, je suis sympa. T'enregistres, t'écoutes, tu fais écouter à tes potes, ils te disent c'est pas terrible, tu recommences, ils te disent c'est mieux. Et là tu te dis vous voulez pas faire ça avec moi? Donc là tu fais un podcast avec tes potes. Après, faut trouver des choses à dire. Attention, quand tu tends un micro à des gens, souvent c'est des vieux mecs cis qui parlent pendant 1000 ans et qui écoutent personne. Il y a une partie de toi qui est déjà dans ces perversions-là, qui fait déjà partie de ces perversions-là. Il faut absolument lui enlever le micro des mains, sinon ça va être infernal. Il faut aller voir les gens dans des squats, dans des manifs, il faut aller voir des associations, des collectifs, bref, des gens qui font vivre la lutte, leur demander pourquoi ils font ce qu'ils font. Et nous, on pense que depuis des lieux de lutte, on est aussi assez légitime à les construire, à mobiliser. Bon, tout ça, ça pose plein de questions. Qui tu vas voir, de quoi tu parles, dans quel cadre tu le fais, tu tranches tout ça avec tes amis, t'enregistres, tu montes, tu mixes, tu diffuses. C'est incroyable. Avis de tempête, épisode 1. Bienvenue sur Avis de tempête, épisode 2. Épisode 3. Épisode 4. Épisode 5. 6. 9. 10. 13. 12. 14. Saison 2, épisode 0. Épisode 2. 5. 6. 11. 12. Avis de tempête, saison 2, épisode 15. Tous les secrets d'Avis de tempête enfin révélés. Comment faire un podcast. Coucou. On arrive à la fin de la saison 2 et on voulait finir avec un épisode un peu différent des autres. On trouvait ça pertinent de faire un épisode dans lequel on explique concrètement comment on produit nos podcasts. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais quand on a commencé la saison 1, on n'y connaissait quasiment rien. On en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui ont pris du temps pour nous aider et nous apprendre plein de choses.
en particulier les formations données par le collectif La Cassette d'Aubervilliers, qui font un travail hyper stylé. On remercie aussi La Parole Errante, qui nous permet d'enregistrer cet épisode dans ses studios. Si l'on s'est mis à faire du podcast, c'était aussi pour faire trace de ce que l'on vit, de nos expériences collectives et de nos réflexions du moment. Ce n'est pas en faisant un podcast que l'on transforme le monde, certes, mais c'est une façon d'accompagner ces moments, de faire état de nos enquêtes, d'aller chercher des histoires qui alimentent nos combats. Faire des podcasts soi-même, c'est aussi maîtriser un peu plus ce qui est dit sur nous, dans une époque où la réaction se fait toujours plus violente envers nos luttes. C'est une arme d'autodéfense en quelque sorte, qu'il peut être utile de savoir manier. Politiquement, on pense que c'est important que ce genre d'initiative se multiplie. C'est aussi et surtout pour ça qu'on trouve ça important de transmettre les savoirs. Déjà parce que c'est trop stylé d'apprendre des trucs, et on a bon espoir qu'en parlant de notre petite expérience, ça donnera des idées aux plus espiègles d'entre vous. Avis de tempête, bonjour. Salut. Salut. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? Ça va, il fait chaud quoi. Est-ce que vous avez envie de nous expliquer comment on fait un podcast ? Bah ouais, c'est quoi un peu les grandes étapes de la confection ? Par où ça commence ? Où ça finit ? Déjà, il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire, donc de quoi on a envie de parler et comment. Donc, il y a toute l'étape de réflexion qui va être en amont sur qui a envie de parler de ça, est-ce qu'on a envie d'inviter d'autres gens, est-ce qu'on fait une trame avant, etc. etc. En général, il y a cette idée où on essaie de la développer dans une réunion, où en fait, d'une part, ça permet un peu de débriefer avec d'autres personnes de ce qu'on a envie de faire. Ça permet d'avoir un peu une cohérence sur la ligne en fait des podcasts qu'on diffuse, et aussi tout simplement en parlant avec d'autres personnes, ça nous permet d'avoir des idées de développement auxquelles on n'aurait pas pensé, et puis ça nous permet d'avoir des contacts auxquels on n'aurait pas pensé non plus, et surtout ça, nous dans notre façon de fonctionner, c'est aussi au moment des réunions où on pouvait proposer à chacune de venir se greffer sur le travail autour de cet épisode. Ouais, et après, on essaie de se poser un moment, trouver un moment en tout cas pour enregistrer. Donc soit entre nous, les gens qui bossent sur le podcast, soit avec éventuellement des invités, donc des gens qu'on a contactés, qu'on connaît, des camarades, des gens qu'on admire, etc. Et donc ça, après, donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va enregistrer ? Donc, quel matos on va utiliser ? Donc, est-ce que là, comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on est en studio, donc avec des micros de pro, une table technique, etc. Ou est-ce qu'on enregistre avec le matos nomade, on va dire, qu'on a réussi à obtenir ? Du coup, après, quand on a fait les enregistrements, du coup, ce qu'on appelle les rushs, il y a une première personne qui va les récupérer et qui va faire soit toute seule, soit à plusieurs le montage. Et du coup, le montage, ça correspond à réfléchir à ce qu'on va garder et à donner un peu la cohérence générale à l'épisode, comment il va être construit, à quel moment il va y avoir tel discours, etc., etc. Et après, quand le montage il est fini, là, on fait ce qu'on appelle le mixage et l'habillage. Le mixage, c'est un peu plus un truc technique de faire en sorte que le niveau des voix et le niveau de la musique ils soient un peu homogènes et qu'on n'ait pas besoin, quand on écoute, de monter ou baisser le son. Et l'habillage, c'est un peu tout ce qui est en dehors du discours porté par les gens, quelle musique on met, quelle ambiance sonore on veut faire ressortir. Et donc ça, c'est une deuxième étape qui va après. Et ce qu'on fait aussi, nous, c'est que comme on veut que les podcasts ils soient faits de manière collective, c'est qu'on fait écouter une première version, soit juste montée, soit montée et mixée au reste du collectif. Et là, il y a des gens qui font des écoutes et qui nous disent « Ah, là, ça, j'ai trouvé ça bien, ça, je l'aurais coupé, là, il y a un problème technique, etc., etc. » Et après, on essaye de prendre au maximum en compte ces retours. Aussi les retours des personnes qui participent à l'épisode mais qui sont extérieures au collectif, et on fait une deuxième version qui là va après être publiée. Et après vient l'étape que personne ne veut jamais faire, qui consiste à diffuser l'épisode sur nos réseaux sociaux, et tout l'aspect un peu communication. Donc ça, on a eu différentes stratégies, et ça c'est un peu la dernière étape, quand on met le fichier en ligne sur Arte Audioblog, qui est un hébergeur en fait de podcasts.
Et en le mettant sur Arte Audioblog, après on peut le diffuser automatiquement sur d'autres plateformes comme Spotify, comme Deezer par exemple. Et après on met des messages sur nos différents réseaux sociaux pour dire que l'épisode est sorti. Puis là, il y a une étape qu'on n'a pas encore mentionnée et qui se faisait toujours un peu en parallèle, c'est-à-dire que quand on a un thème d'épisode et qu'on a déjà une idée sur ce qu'on veut faire, nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait composer nos musiques. Et donc, il y avait un travail un peu de discussion avec lui. Et donc, du coup, ce camarade composait quelque chose maison pour notre épisode. De manière similaire, on avait aussi quelqu'un qui nous faisait nos visuels. Enfin, la plupart des visuels ont été faits par une et même personne. Parce que tout le travail de com aussi, c'était à la fois les posts sur les réseaux sociaux, la description de l'épisode et les ressources qu'on pouvait ajouter, mais aussi le visuel qui allait être vu de tous et partout, quoi. Ok, donc pour résumer, choix de l'épisode, écriture de l'épisode, enregistrement, montage, mixage, diffusion. C'est ça. Et vous, là-dedans, c'est quoi les tâches que vous avez aimé faire et au contraire celles où vous avez fait une fois et vous êtes dit « Ok, plus jamais je fais ça, c'est trop horrible ». Moi, ma tâche préférée, c'est faire le montage, parce que c'est ce qui donne un peu la cohérence à l'épisode. J'aime bien faire aussi les enregistrements, mais en fait, comme toutes les questions techniques, ça me stresse. J'aime pas complètement les faire, parce que j'ai toujours peur que le fichier que j'ai enregistré et que je me suis dit « Ah, ouais, j'ai enregistré des trucs super », ça se soit pas enregistré. Mais du coup, j'aime bien faire aussi les enregistrements, parce que c'est aussi le moment où on rencontre les gens et on parle avec eux. Et la tâche que j'aime pas trop faire mais que je fais quand même un peu, qui est tout le travail de mixage, parce que c'est que des trucs techniques que moi je maîtrise pas totalement. Moi je sais que les enregistrements, pareil, je pense que pour moi pour le coup c'est vraiment le truc que je préfère, de discuter avec les gens et de voir toutes les idées qui viennent à fruition, qui viennent à complétion, qui viennent à... Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui viennent à aboutir, quoi. Et aussi, donc, tout en amont, tout le travail de réflexion de avec qui on va parler, sur quoi on va parler. Je trouve que c'est vraiment là ce qui fait le plus pétiller mon cerveau. Et à l'inverse, ce que je déteste le plus, c'est le montage. Parce que faut couper, faut faire des choix. Et je trouve ça trop dur. Et moi, j'ai envie de tout garder. Et je pense que si on me laissait seule, ce serait des épisodes fleuves d'1h30, 2 heures. Mais c'est juste trop dur, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trop de mal à faire une sélection dans les extraits à garder, à enlever. Je trouve ça super dur. Pour le coup, moi je trouve, souvent ce qui est cool, c'est dans ces situations-là où on ne sait pas quoi garder, souvent j'ai eu l'impression que quand on montrait une espèce de pré-montage à quelqu'un, l'autre personne avait souvent plus de facilité à comprendre ce qu'il fallait élaguer ou pas. Et permettait du coup de donner un peu de cohérence à l'épisode. Je sais pas, les quelques fois où ça a été le cas, pour moi je trouvais que ça a été assez efficace. Et sinon, moi, dans les tâches que j'aime bien faire, en général, c'est plutôt ce qui est axé sur l'écriture du podcast, la réflexion sur les questions, l'interview, et puis un petit peu ce qui correspond, on va dire, au pré-montage. Et après, quand ça devient plus technique, je panique un peu plus. Et voilà. Ouais, de manière générale, j'ai toujours préféré faire n'importe quelle des étapes avec un ou une autre ou plus autres personnes du collectif, parce que ça permet déjà, moi ça m'aide sur mon sentiment constant d'illégitimité et de doute à chaque fois sur chaque truc auquel je vais penser, et je suis là, ah non c'est mauvais, et du coup de proposer à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre ait l'idée à ma place, ça aide. Et en effet cette mise en perspective qui peut être super riche en fait sur tous les choix qu'on peut être amené à faire. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce truc de faire les choses ensemble et de apprendre les choses ensemble aussi, quoi. C'est-à-dire, par exemple, au début, on a un peu mentionné les formations de la cassette et on est plusieurs à avoir été suivre une formation d'une journée là-bas. Donc, il y en a eu sur le montage, sur le mixage, sur la prise de son. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que une personne va suivre la formation sur le montage et après va transmettre aux autres ce que la personne a appris dans cette formation. Et en fait, faire du montage ensemble, ça peut paraître assez chiant parce que du coup, on est 3 derrière un ordi avec une souris et ça sert pas à grand chose. Mais en même temps, on comprend la logique des choses et on voit les raccourcis, on voit ce qu'il faut faire et pas faire. Et c'est un peu laborieux, mais en même temps, j'ai l'impression que ça nous a permis de progresser au début, quoi.
coup, si je comprends bien, la répartition des tâches, en fait, elle s'est fait un peu par affinité. Ce que les personnes avaient envie de faire, elles le faisaient. Et vous essayez de trouver un équilibre un peu comme ça, c'est ça ? Il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi... là, je pense que, comme ça s'est plutôt entendu, il y a des tâches qu'on n'a pas mentionnées, que personne n'aime faire. Et du coup, il y avait quand même ce truc, pour que le podcast se fasse, il y a des choses qu'on doit prendre en charge collectivement, qui vont faire plaisir à personne, mais qui doivent être faites. Et du coup, il y avait à la fois, en effet, ce truc par affinité de qui aime bien faire ça et qui va prendre du plaisir à faire telle chose, mais aussi ce truc de responsabilité collective où il y a des choses qui doivent être faites. Et du coup, on essayait plus ou moins de se les distribuer, quoi. Ouais, enfin, souvent, c'est aussi un peu les mêmes personnes qui se retrouvent à les faire. Malheureusement. Beaucoup près. C'est du direct, hein. C'est du direct. Toute la France entend ce que vous dites. Est-ce que vous avez un peu des souvenirs de moments à la fois vraiment forts, vraiment joyeux, de là, ce qu'on fait, c'est vraiment cool, et à l'inverse, des moments où de vraies galères? Alors moi, je peux commencer à répondre parce que sur un même épisode, j'ai eu des vraies galères et en même temps, j'ai fait un autre enregistrement où c'était vraiment ouf. J'étais genre, waouh, c'est stylé ce qu'on est en train d'enregistrer. Et du coup, c'est l'épisode 11 de la saison 2 sur les écologies transpédéguines où en fait, on a fait un premier enregistrement pendant un festival, donc en direct, avec du matos que je connaissais pas bien, avec une table de mixage. Je pouvais pas dire aux gens, attends là, les tests ils sont pas bien faits, on recommence, parce que genre juste il y avait un événement en cours et où du coup c'était hyper stressant pour moi de devoir gérer tout cet aspect technique. Et ça a été, c'est l'intro, c'est pas l'intro, c'est les 10 premières minutes de l'épisode où à la fois elles sont assez cool, mais genre j'ai dû gérer des trucs techniques que je maîtrisais pas très bien. Et après, on a fait un autre enregistrement là dans un studio où c'était beaucoup plus posé, qui était un studio où j'avais l'habitude d'utiliser le matos, où là la discussion je la trouvais trop intéressante et trop fluide. Et du coup, au moment d'enregistrer, j'étais genre waouh, ça va faire un épisode trop stylé quoi. Pour rebondir, moi aussi, c'est sur un seul et même épisode où j'ai eu à la fois un moment super cool que j'ai adoré et un moment qui me faisait juste envie de chialer dans mon lit. Donc le moment trop cool, c'est quand on est allé à Marseille avec deux des membres du collectif pour aller faire un enregistrement, et la discussion a été trop cool et c'était une personne super chouette et c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et ensuite, par contre, le moment venu de travailler sur cet épisode, il y a le logiciel qu'on utilise pour faire toutes les parties techniques, montage, mixage, qui m'a lâché. Et du coup, là, par contre, quand le logiciel marche pas ou que du matos fonctionne pas, c'est vraiment les moments les plus frustrants et horribles. Moi, je garde un très bon souvenir de l'épisode contre les JO, qui a été fait maintenant il y a plus d'1 an. Mais j'ai un souvenir de moi, un jour où je travaillais pas dans le 18e, où je me promenais dehors avec mon micro et j'enregistrais des gens au skatepark et au stade et pour faire des bruits d'ambiance, parce que du coup, on parlait beaucoup de sport et de sport populaire et comment on peut faire du sport autrement qu'à haut niveau dans les JO. Donc on a un peu habillé le podcast avec des sons de personnes qui font du sport dans la rue. Et je sais pas, il faisait beau, il était 11h du matin, je me promenais, je sais pas, c'est vraiment un bon moment. Et les moments de galère, franchement, c'est quand on s'échange des fichiers et que ça marche pas, quoi. Quand il y a une personne qui a fait le montage, qu'elle envoie le fichier à quelqu'un pour que quelqu'un fasse le mixage et que il manque des trucs, c'est pas organisé et tout, et que ça prend 3 heures à capter ce qui se passe et tout. Enfin, et on a eu plein parce que des fois, il y a des problèmes de disque dur, des fois, il y a des problèmes de fichiers, des fois, il y a des problèmes de prise de son. Enfin, bon, il n'y a pas tant de problèmes que ça, je veux pas donner une image horrible, mais ça peut arriver et du coup, c'est beaucoup de taf en plus, quoi. Ouais, les aspects matériels, c'est ce qui pose le plus de problèmes, j'ai l'impression, de ce qui ressort de ce qu'on est en train de dire, en tout cas. Mais en vrai, ça se passe pas toujours mal, hein. Il y a plein de fois où ça se passe de manière hyper smooth, et genre la personne elle fait un premier montage, elle nous l'envoie, on le télécharge, on l'écoute et voilà quoi. Bah après en vrai oui, ça c'est souvent c'est des trucs c'est toujours important, enfin en vrai c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de vérifier en fait quel matos on utilise, quoi. Moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser un micro on va dire, là c'était le micro historique qu'on utilisait depuis le début, un Zoom, et à me rendre compte, après avoir fait, je crois, quelque chose comme 2h30 d'interview, que
toutes les 2 minutes, il y avait du son qui sautait et donc il y avait plein de phrases qui avaient été coupées par un micro qui buguait, quoi. Donc ça peut, ouais, voilà, ça arrive. D'où l'importance parfois d'avoir un double enregistrement, parce que je sais que moi, la première fois que j'ai utilisé le micro pour faire un enregistrement seul, c'était à distance cette fois-ci, et du coup, je me suis enregistré à la fois via mon ordinateur et à la fois via le Zoom. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que si j'avais juste utilisé le micro, donc le Zoom, pardon, c'est le micro qu'on utilisait, si j'avais juste utilisé ce micro-là, j'aurais rien gardé de l'enregistrement. En fait, c'est ça qui est un peu tricky, c'est qu'on a l'impression que faire un podcast, ça ne demande pas tant de compétences techniques que ça. D'une certaine manière, c'est vrai, moins qu'un film par exemple. En soi, il faut un ordi, un logiciel de montage et un micro, mais il en faut quand même, et quand ça ne marche pas, c'est ultra frustrant. Et du coup, ça fait une super transition sur la question. C'est quoi, nous, un peu le matos qu'on utilise? On a mentionné quelques-uns. Est-ce qu'on peut détailler un peu avec quoi on a commencé, comment on se les a procurés? Voilà. C'est les questions techniques qui fascinent tout le monde, donc tout le monde se bat pour répondre. Du coup, nous, on a vraiment commencé avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire que on a un copain militant qui nous a passé un enregistreur, donc un Zoom H2. C'est un petit enregistreur portable et qui nous a dit « Ah, vous avez qu'à utiliser tel logiciel de montage qui s'appelle Reaper, qui est toujours le logiciel qu'on utilise, qui est super et qui a l'avantage de être... Il n'est pas gratuit, mais il n'est pas payant. C'est-à-dire qu'il y a une version d'essai que tu peux renouveler indéfiniment. Donc, ça fait qu'il est gratuit, quoi. Et on a commencé avec ça, et rapidement, on s'est rendu compte qu'avoir un seul micro, c'était pas assez pour... si on voulait faire plusieurs enregistrements, parce qu'on était plusieurs à faire des enregistrements. Du coup, il y a d'autres personnes qui ont acheté des Zoom H2. Puis après, on a eu accès au studio radio de La Parole Errante. Et puis après, on a finalement aussi acheté des enregistreurs de un peu meilleure qualité. Et du coup, maintenant, on doit en avoir 3-4 de micros enregistreurs. On a acheté des casques aussi et des choses comme ça qu'on n'avait pas au départ. Oui, il y a pas mal d'étapes, notamment techniques, qui se font au casque pour à bien avoir le rendu en fait qui va être donné, parce que si on écoute genre moi notamment au début je bossais juste avec le son de mon ordi et en fait le rendu est pas du tout le même ensuite si on écoute avec au casque ou pas, quoi. Et pour pas mal de ces questions techniques, comme c'était a priori pas facile, on a été voir des potes en fait. Par exemple, la personne qui nous a prêté le micro au début, elle nous a aussi un peu appris comment l'utiliser. On a fait les formations à la cassette pour apprendre à utiliser le logiciel. Moi, j'ai regardé un milliard de tutos sur YouTube pour apprendre à faire du montage, à faire du mixage. En fait, ça demande de l'énergie et de l'investissement, mais il y a moyen d'apprendre les choses de manière gratuite ou presque gratuite et d'en faire un rendu qui est pas trop dégueulasse, quoi. Il y a les forums aussi sur Internet qui sont parfois utiles, des gens qui font des podcasts ou qui utilisent en tout cas ce type de matos ou de logiciel et du coup qui vont être confrontés à j'ai tel quand j'essaye d'enregistrer, ça me fait tel message erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, les forums d'utilisateurs sont top pour répondre à tout ça. Et après, c'est clair qu'il y a aussi une question d'appétence pour les questions plus techniques ou de son ou quoi. Il y a très clairement des personnes dans le collectif qui sont plus intéressées par construire des épisodes et rencontrer des gens et penser des sujets, et d'autres qui sont plus intéressés par faire du montage et du mixage et tout, et en même temps ça marche bien, et c'est aussi ça qui est cool de le faire en collectif, quoi. C'est qu'on n'est pas tous obligés de tout faire tout le temps, et du coup ça c'est quand même aussi agréable. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué, vous, un épisode préféré, on pourrait dire? Soit parce que vous l'avez fait, soit parce que quand vous l'avez écouté, il était vraiment agréable à écouter. C'est trop dur comme question. Mais on va essayer d'y répondre quand même, en sachant que je les ai pas tous en tête et que j'en oublie très probablement, notamment ceux de la saison 1. Mais en effet, je vais avoir toujours une petite préférence quand même pour ceux pour lesquels j'ai bossé, parce que
j'ai le contexte derrière, j'ai les gens, du coup, je sais qui parlent aussi derrière et d'où ça parle. Et du coup, ils me touchent un peu plus. Et surtout souvent, quand c'est des épisodes sur lesquels j'ai bossé personnellement, c'est des sujets qui vont plus me toucher aussi. Du coup, dans la saison 2, c'est celui sur les écologies trans. Et celui sur la saison 1, c'est sur la joie, en fait, dans le militantisme. Je crois qu'on l'a appelé Si on ne peut pas danser dans votre révolution, ce n'est pas la mienne. Ou la citation d'Emma Goldman. En tout cas, vous tapez joie, danser, révolution, Emma Goldman, et vous allez la trouver. Ouais, moi, j'allais dire pareil. C'est hyper dur de... Au final, on a fait presque une 30aine d'épisodes. Et c'est hyper difficile de choisir un préféré, mais il y en a peut-être qui touchent plus que les autres. Peut-être moi je vais parler des ceux que j'ai pas fait, parce que ceux que j'ai fait c'est difficile de... Forcément comme tu disais, on a un rapport plus direct à ça. Mais par exemple celui sur les gilets jaunes, qui est un épisode qui est sorti au début de la saison 2, et qui est un peu un retour sur le mouvement des gilets jaunes de manière hyper incarnée. En gros, c'est des gens du podcast qui sont allés faire des enregistrements avec des gilets jaunes et qui racontent un peu comment ils ont vécu cette mobilisation et aussi qu'est-ce que ça fait maintenant qu'on est 4 ans plus tard à ce moment-là. Et il est un peu hyper fort parce que, je sais pas, on sent un peu toutes les émotions derrière ce que disent les gens. Et c'était un peu ouf de l'écouter, sachant que moi, j'avais pas du tout travaillé dessus. Et du coup, j'étais genre, waouh. Pour cet épisode, par rapport aux galères techniques, justement, c'était assez drôle. C'est que parfois, quand on enregistre à l'extérieur, il y a des choses qu'on maîtrise pas du tout en termes de nomades. Et là, c'est un camarade Damien qui, du coup, nous a présenté un certain nombre de gilets jaunes. Et qui nous en a présenté 2, en fait, avec qui on a parlé pendant un moment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On arrive dans la ville qui s'appelle Albert, et on pensait qu'on arriverait, qu'il y aurait un endroit un peu au calme. Et en fait, on se retrouve dans un PMU avec de la musique en fond, un patron qui parle un peu fort et qui blague avec les clients, et où d'un coup, en fait, il y a plein de choses qu'il faut gérer dont on n'avait pas conscience au début, quoi. Et donc, d'un côté, c'est un peu embêtant sur le moment, et puis après, sur le plan technique. Ça pose problème aux gens qui s'occupent du mixage et tout le tralala. Mais par contre, après, c'est aussi ces épisodes-là où on a un peu le sentiment de partir à l'aventure, quoi. Moi, globalement, en fait, c'est un peu, en tant que personne qui a travaillé sur un épisode, c'est un peu sur ces épisodes-là où moi, j'ai le plus kiffé travailler. C'était un épisode sur les luttes à Aubervilliers, qui était vraiment sympa, en tout cas, à réaliser, où du coup avec 2 autres camarades on était partis à Aubervilliers, et puis tout s'est fait hyper spontanément, c'est-à-dire que on s'est baladé dans un quartier qui s'appelait la Maladrerie, et on parlait aux passants, en fait. On parlait à des habitants de ce quartier. Le jour d'après, on est allé à une manifestation, et puis on a interviewé les gens pendant la manifestation, et donc du coup il y avait un côté un peu aventure, c'est-à-dire que on prend le son comme il vient, on interviewe les personnes comme elles viennent, ce qui pimente un peu les choses par rapport à parfois des entretiens où les choses sont un peu calibrées dès le début, où on connaît déjà nos questions et on se retrouve dans un lieu défini, et même si en fait la rencontre avec la personne elle est fantastique aussi, là il y a quelque chose d'un peu de surprenant qui est drôle. Ouais, en vrai, moi, ce que tu as cité, notamment les Gilets jaunes, moi j'ai trop aimé cet épisode. Et je fais partie de la team qui a fait le montage et le mixage. Plus le mixage que le montage. Et c'est vrai qu'on s'est grave posé la question de est-ce qu'on garde les enregistrements ou pas, parce que du coup, il y a plein de bordel. Et en même temps, ça mettait aussi une ambiance, quoi. Je veux dire, si la personne elle te demande d'aller là-bas pour l'interviewer, c'est aussi que ça fait sens pour elle, et que... Je sais qu'il y avait des trucs un peu marrants. Des fois, on a coupé des trucs parce qu'au montage, forcément, on coupe plein de trucs. Et que derrière la voix de la personne, c'était pas la même musique. Donc la phrase commence avec une musique et elle termine avec une autre musique qui n'a rien à voir. Et là on est en mode ouais, en fait ça s'entend beaucoup trop, on peut pas faire ça, c'est juste pas possible. Mais moi je l'ai adoré celui-là, et je trouve qu'il est hyper touchant cet épisode. Et celui qui a été fait récemment là sur les terres violentées, où on a 2 copines qui ont été à La Hague pour parler de lutte antinucléaire, et sur le plateau des 1000 vaches pour parler de maraîchage sur un sol détruit.
C'est pareil, j'ai fait pas mal de mixage sur cet épisode et la musique aussi. Et je sais pas, il y a des passages où les copines lisent des textes et j'ai fait la musique derrière et ça marchait trop bien. Et je sais pas, j'ai trop aimé. Je trouve qu'il y avait des trucs hyper touchants aussi. Et puis c'est des textes hyper. Enfin, je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'il est vachement bien. Mais c'est des textes hyper prenants et c'est hyper incarné. Et puis avec la musique, ça marche vraiment bien. Donc ouais, je pense que ces deux-là, c'est mes deux préférés. Bah, après, dans un épisode que moi j'ai pas fait, il y en a deux que moi vraiment j'ai kiffé. C'est l'épisode écoféministe contre l'atome, où il y a vraiment. Enfin, je sais pas, moi j'avais l'impression d'être devant un super documentaire méga bien ficelé. Je trouvais que ça faisait hyper pro. Il y avait de la super musique derrière, donc si je me trompe pas, il y avait une chorale. Ce qui rendait l'épisode vraiment vivant, vraiment plaisant à écouter. Et puis, de toute façon, je trouve qu'il y a parfois il y a quelque chose d'un peu ambigu. Bon, je vais peut-être partir un peu loin, mais dans la vie militante, on fétichise certaines parties de l'histoire qui sont hyper lointaines. On va en parler comme des symboles et tout ça. Et puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus proches et qui, en fin de compte, ont beaucoup plus de sens pour nous et qu'on va pas du tout regarder, quoi. Des choses qui sont passées il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je sais pas, par exemple, il y a eu un mouvement contre le nucléaire assez important en France et en fait, la mémoire collective de ce mouvement-là, elle a quasiment disparu, quoi. Et c'est assez dommage. Et faire l'histoire des luttes un peu passées, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. Je trouve que c'est un truc aussi qui est vachement pratique en fait avec le podcast, c'est qu'on fait des archives en fait. Et c'est super chouette. Moi, régulièrement, quand je suis dans le malus dans ma vie et je me dis, mais en fait, c'est trop bien dans 10, 15 ans de retrouver ce qu'on est en train de faire, de retrouver ce dont on a parlé et de recontextualiser et de retomber sur ça. Et je me dis, mais ça va être tellement génial. Enfin, c'est déjà trop cool maintenant, mais je me dis que... Enfin, je sais que moi aussi, je fais ça pour le futur, quoi. Mais il faudrait qu'on les grave parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos fichiers numériques dans un monde sans réseau électrique? Mais oui, moi j'ai grandi en faisant des... Attends, on disait on cramait des CD? Gravé? On gravait des CD, voilà. Mais oui, je suis d'accord. Puis en vrai, quand on réécoute le tout premier épisode, qui est mal enregistré mais attendrissant parce que c'est le tout début et en vrai c'est émouvant d'écouter ça. Mais on parle un peu de ce truc des archives et de documenter ce qui se passe, laisser une trace, mettre la lumière sur des événements où il n'y a pas forcément la lumière, ou avoir un angle différent. Je sais pas, par exemple parler des Gilets jaunes 2 ans après, je trouve ça cool aussi, quoi. Moi j'ai aussi une émotion particulière quand on a fait le dernier épisode de la saison 1, qui, je me souviens plus du titre, mais qui est une lecture de passage d'un livre de Elton Krenak. Idée pour retarder la fin du monde. Voilà. Et en fait, cette lecture, c'était le tout premier épisode qu'on a fait, qu'on n'a jamais publié. C'était un peu le pilote. Et en fait, il était vraiment pourri d'un point de vue technique. C'est pour ça qu'on l'a jamais publié. Mais en fait, c'est ce qui nous a lancé à faire des podcasts. On était genre, waouh, c'est trop bien, on a un micro, on va faire des enregistrements. Et c'était nul d'un point de vue technique, mais si on l'avait pas fait, je sais pas si le podcast il aurait vraiment vu le jour. Parce qu'on a fait ce premier épisode qu'on n'a pas publié, et du coup on était genre, waouh, on va faire plein d'enregistrements. Et là, on a fait genre de manière concomitante, je sais pas, 4 podcasts qu'on a lancés en même temps, quoi. Mais il n'était pas que mauvais d'un point de vue technique cet épisode. En fait, on s'est dit, on va lire un texte avec nos voix de zombies et on va mettre de la musique derrière et ça va être cool. En fait, c'était juste inaudible, quoi. Parce qu'on savait pas faire, c'est normal. Bon, comme vous avez vu, réaliser un podcast, ce n'est pas forcément hyper sorcier sur le principe. Il y a des galères, quelques déceptions de temps à autre, et parfois on s'arrache les cheveux devant Reaper. Mais c'est assez enthousiasmant comme aventure. Le mieux, c'est de vous lancer vous, avec quelques amis, d'essayer au moins une fois. Quand vous vous serez fait la main, les choses seront plus simples et l'appétit viendra en mangeant. N'hésitez plus à passer le pas. Si vous avez envie de diffuser des choses, Avis de Tempête peut servir de plateforme. Nous le disons peut-être jamais assez, mais nous voulons être un podcast de soutien aux luttes et aux initiatives qui se multiplient un peu partout. Avis de Tempête est une radio libre où se font entendre celles et ceux qui se soulèvent.
c'est la fin de la saison 2. N'hésitez pas à partager nos épisodes, à organiser des écoutes collectives et à nous faire des propositions pour la suite. Vous vous retrouvez éventuellement cet été au Festival des Résistantes ou au Digital à la Baudrière de Montreuil. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.